Donc du coup, on continue sur cette même séquence de remise en fait des prix. Donc on a fait le prix du meilleur ouvrage, on a fait le prix des meilleures thèses, et à présent, on arrive à la remise des prix des meilleures communications de la, de la 22e édition du colloque Étienne Thiel. Et là, je vais appeler notre partenaire ici, M. Jacques Creissel, délégué général de la FCD, que je dois d'applaudir. Trois mots simplement pour vous dire d'abord que je suis ravi une nouvelle fois, puisque nous sommes un partenaire depuis longtemps de ce colloque, de remettre ces prix. Vous dire que la Fédération du commerce et de la distribution, par définition, s'intéresse beaucoup à l'avenir de ce secteur, que c'est un secteur qui, comme vous le savez, est chahuté, transformé, modifié, dont les perspectives évoluent de manière régulière. Je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, on n'aurait pas forcément prédit tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je pense que, comme dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce qui se passera dans 5 ans, mais il y a des choses absolument passionnantes qui se passent. Et pour faire le lien avec Olivier Badeau, il se trouve que nous travaillons ensemble pour le moment sur justement les perspectives du secteur, et notamment les perspectives en matière d'emploi avec le ministère du Travail et avec nos partenaires sociaux, les perspectives sur ce que cela veut dire en termes de type d'emploi, en termes de présence territoriale, sujet tout à fait majeur, et savoir comment arriver à faire en sorte qu'un certain nombre d'évolutions puisse éventuellement faire l'objet d'un traitement un peu global. On réfléchit par exemple à comment adosser des secteurs comme le nôtre qui vont sans doute avoir moins d'emplois, notamment non qualifiés dans les années qui viennent, avec des secteurs qui ont des besoins en matière d'emploi peu qualifiés, par exemple les services à la personne. Ce sont des choses très originales que nous essayons de monter. Vous imaginez bien que ça a des applications très fortes en matière de formation, en matière de compétences, en matière de règles sociales. Et ça m'amène juste à vous dire une chose, c'est que j'étais très frappé en travaillant sur ce sujet de voir à quel point, finalement, la recherche, d'une manière générale, s'intéressait beaucoup au sujet de consommation. Je dis ça devant nos amis de l'Obsoco, aux problèmes de marketing, aux problèmes de vente, mais assez peu à l'évolution du commerce lui-même. C'est-à-dire à l'évolution de l'emploi, à l'évolution, par exemple, du sujet de l'automatisation aujourd'hui et de ses répercussions sur l'emploi, la comparaison entre ce que aujourd'hui rapporte un robot dans un entrepôt et ce que rapporte un humain dans un entrepôt. Ce sont des choses sur lesquelles il y a relativement peu de littérature. Or, aujourd'hui, ce sont des sujets complètement majeurs qui ont des impacts gigantesques sur le secteur qui, je le rappelle, est le premier recruteur de jeunes non qualifiés dans le pays, généralement le premier employeur privé local, avec des enjeux tout à fait considérables. Donc moi, je ne peux que vous encourager, avant de remettre ce prix, à faire en sorte d'investir plus le champ du commerce lui-même, de son évolution, de ce que veut dire la concurrence nouvelle des grands acteurs transnationaux. J'ai eu la chance il n'y a pas longtemps de passer quelques jours en Chine à aller voir nos amis de Tmall, Alibaba ou de JD.com. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous en sortez en vous disant que les choses ne sont pas prêtes d'arrêter de bouger. Quand vous avez un acteur qui vous dit que son objectif stratégique est à 1 milliard de clients dans 5 ans et 2 milliards dans une petite dizaine d'années, quand vous avez un acteur comme JD qui vous dit mon plan c'est 1 million unmanned stores, donc 1 million de magasins automatisés dans les prochaines années, dont 500 000 en zone rurale. Nous ne sommes pas dans le même monde. Ce monde, il est en train d'arriver. Et nous avons intérêt à mieux le connaître pour mieux savoir les décisions qu'il faut prendre. Voilà simplement quelques mots d'introduction avant que vous appeliez les 3 meilleures communications.
Là, je vous prends au dépourvu. Il était en train d'amener tout le matériel. Mais comme moi, sur mon papier, il y a marqué qui a les résultats, si je le montre, c'est foutu. Donc, c'est vous qui savez lesquels il faut que je dise. Oui, on va leur laisser en fait présenter les projets en 5 minutes, chaque Ouais, projet. ça, j'ai Et compris. après, on procède aux D'accord. révises des prix. Je retourne là-bas. Ok, très fait. Merci bien. Merci. Donc du coup, pour ces remises des prix, on va procéder, comme pour la remise des prix meilleure thèse, à la présentation de ces projets-là. Le premier projet, donc j'appelle Michael Flakanji et Juliette Passebois-Ducrot, dans l'ordre alphabétique, encore une fois, pour présenter en fait ce projet, co-créer les programmes de fidélité avec les clients, quels effets sur la valeur perçue du programme et la fidélité à l'enseigne. Michael, 5 minutes. Merci. Alors, je vais déjà m'entraîner avant, histoire de ne pas faire d'erreur. Non, ça ne doit pas être ça. Donc là, pour avancer, pour le tour. Ok, pas de souci. Mais ok, c'est juste en fait pour regarder en même temps. Sinon, tu l'as. Ah ok, super, je l'avais pas vu. Donc bonjour à tous, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui et de vous présenter donc ce travail coécrit avec ma collègue de l'IE Bordeaux, Juliette Passebois. Ce projet a été supporté par l'Observatoire de la fidélité et de la fidélisation clientèle. Donc c'est le rapprochement entre l'IE Bordeaux et une entreprise bordelaise Aquitem qui est spécialisée dans les programmes de fidélité. Et suite à ce rapprochement, donc on étudie, comme vous l'avez dit, les programmes de fidélité. Et il ressort que les programmes de fidélité doivent se réinventer. Le fait de posséder en fait, une carte de fidélité n'amène pas forcément à dépenser plus. Également, on peut posséder une carte de fidélité, mais on peut posséder une carte de fidélité d'une enseigne concurrente à celle de notre carte de fidélité, notamment préférée. Et le dernier point, très souvent, lorsqu'on souscrit à une nouvelle carte de fidélité, ça inclut souvent l'abandon d'une carte ou de plusieurs autres cartes qu'on possédait initialement. Alors, il ressort également que les clients, ça fait 2 ans que cet élément ressort, les clients aujourd'hui veulent être acteurs de leur programme de fidélité. Et c'était une intuition, plus que sur la base d'une seule question qu'on posait lors de l'observatoire, d'où l'idée de faire une recherche pour essayer d'approfondir ce point. Les programmes de fidélité, ils proposent très souvent des rémunérations, des récompenses, des rétributions monétaires. Et ce n'est plus forcément perçu comme étant différenciant, ce n'est plus forcément perçu comme étant un créateur de valeur aux yeux du client. Et d'où l'idée, finalement, d'essayer d'innover en matière de programme de fidélité. Et actuellement, il y a un élément, une tendance de fond en marketing, c'est celle de la customisation, de la participation active du client. Et d'où le fait, en fait, de s'intéresser à est-ce que le fait de proposer aux clients de participer à l'élaboration de ce programme de fidélité, à choisir certains éléments de celui-ci, peut contribuer à améliorer la fidélité au programme et à l'enseigne. Alors, pour répondre à cette question, on a, dans un premier temps, réalisé une étude exploratoire où on a essayé, en fait, de déterminer qu'est-ce que c'était que la customisation d'un programme de fidélité, quelles en étaient les principales dimensions. Et il en ressort 2 dimensions principales. La première, c'est la customisation des modalités de la relation à l'enseigne. En fait, le client, il veut pouvoir consulter son solde de points à tout moment. Il veut pouvoir avoir accès à des informations, pouvoir renseigner ses informations personnelles que celles qu'il veut. Il a envie de pouvoir choisir s'il va être sollicité par email, par SMS, etc. Et il a également envie, par exemple, de pouvoir choisir quand est-ce qu'il va être sollicité, mettre en stand-by son programme, par exemple, quand il part en vacances. La deuxième dimension, c'est les gratifications reçues. Le consommateur, il a envie de choisir quel type d'avantage auquel il peut prétendre, le montant, la durée de validité, entre autres. Dans un second temps, en fait, on a essayé de tester cette relation de valeur perçue du programme, fidélité au programme et enfin fidélité à l'enseigne, selon que l'une ou l'autre des dimensions de la customisation était activée. On a comparé avec un groupe de contrôle où le programme n'était pas customisable. Et on a interrogé plus de 700 personnes. Et qu'est-ce qui ressort? Si je résume les principaux résultats, donc on a
si vous voulez, la littérature dit que les programmes de fidélité ne sont pas forcément tous efficaces. On met en avant qu'a priori, il y a un effet de la customisation du programme sur l'intention de fidélité au programme et l'intention de fidélité à l'enseigne. Et donc, avec ces deux différentes modalités, il semblerait que la customisation des gratifications soit l'élément le plus important. Et le dernier point, c'est que même si la customisation semble être intéressante aux yeux du client, ce n'est pas forcément une panacée dans le sens où les programmes, même qu'ils ne sont pas forcément customisables, apportent quand même un petit peu de valeur. Et en fait, pourquoi la customisation n'est pas une panacée? C'est que même s'il y a beaucoup d'avantages, il y a également quelques freins, comme par exemple des coûts cognitifs, la peur de faire un mauvais choix de paramétrage et qu'on n'ait pas finalement tous les résultats qu'on aurait pu prétendre à maximiser l'utilité. Il y a des coûts temporels, ça peut prendre du temps de devoir customiser. Et enfin, il y a des coûts notamment liés à l'utilisation des données personnelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation. Donc, je vais appeler la deuxième présentation, les auteurs de la deuxième présentation, Joseph Kazwengi et ses co-auteurs. Et là, on va voir un projet qui va nous parler du Brésil, de la franchise au Brésil. Bien, bonjour à tous. C'est un très grand plaisir d'être avec vous. La recherche que nous vous présentons a été effectuée avec Eugenio Bitti de l'Université de São Paulo, Cynthia Lanchiba de l'École Polytechnique de Quito, Joseph Kazwengi de l'Université d'Orléans et je suis Muriel Fadero de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Ce travail porte sur les réseaux de franchise et plus précisément sur le contrat de franchise. Plus précisément encore, on s'intéresse aux clauses monétaires dans le contrat de franchise, le cœur d'un contrat de franchise étant le mécanisme de paiement entre le franchiseur et le franchisé. Deux mécanismes de paiement centraux, le droit d'entrée fixe et les redevances, pourcentage mensuel en général du chiffre d'affaires que le franchisé reverse au franchiseur. Il y a une grande littérature empirique sur les réseaux de franchise qui porte sur les pays développés. Peu de travaux sur les pays émergents, alors que la franchise se développe, on enregistre un boom statistique remarquable dans les émergents, la Chine, la Turquie, le Brésil. Au niveau des acquis académiques, les clauses monétaires sont considérées comme un outil incitatif extrêmement puissant qui va permettre aux franchiseurs d'inciter les franchisés de son réseau à l'effort. Ce qui est admis dans la littérature, donc c'est un résultat académique, un acquis, c'est que le contrat le plus incitatif, c'est un contrat dans lequel on a un droit de franchise élevé et un taux de redevance faible pour justement inciter les franchisés. Alors, ce qu'on voulait faire, nous, dans ce papier, parce que ça n'est pas traité, c'était de voir quelle est l'influence de la dimension géographique, de la dimension spatiale sur les choix monétaires. Déjà voir s'il y a une influence ou pas, et si oui, quelle est cette influence. On sait bien sûr qu'en retailing, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travaux sur l'importance de la localisation. Paradoxalement, dans la littérature académique sur la franchise, il y a peu de choses sur la dimension spatiale et notamment concernant les clauses de paiement. Alors la méthode, donc on a créé une base de données inédite qui contient, donc ce sont des données de panel, qui contient des données géolocalisées, puisque c'est ce qui nous intéresse, avec une variable
inédite de la densité géographique du réseau, qui va mesurer la dispersion géographique du réseau. Et on mène par la suite des estimations économétriques. Alors, juste pour vous dire, avant de passer la parole à Joseph, on obtient des résultats significatifs, clairement, robustes, mais surprenants, inédits. Et c'est justement ça qui est intéressant et qu'on s'est efforcé à expliquer. Alors, merci beaucoup Muriel. Alors, comment expliquer alors l'influence de la dimension spatiale sur à la fois la redevance et le droit d'entrée? Donc, sur le marché brésilien, qui, je le rappelle, est un marché émergent, nous avons constaté que l'organisation spatiale avait une relation positive avec la redevance. Par contre, une relation négative avec le droit d'entrée. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier cela? On peut justifier cela d'abord par le fait que des études récentes qui ont fait des comparaisons entre les pays développés et les pays émergents ont démontré qu'il y a des différences d'élasticité de la réponse des consommateurs vis-à-vis du marketing mix. Et cela est dû au capital de la marque. Donc, deuxièmement, nous sommes sur un pays où la plupart des consommateurs tiennent beaucoup compte de la marque dans leur choix. Il y a des études qui ont été menées et qui ont démontré que le Brésil avait un score très élevé en termes de considération de marque dans le choix. Enfin, la base de données que nous avons exploitée montre qu'elle est constituée à plus de 90% par les marques, on va dire pas locales, mais les marques du pays. Et c'est une période où il y avait vraiment un foisonnement de marques et cela suggère l'idée que ces marques ont d'abord besoin de s'affermir sur le territoire brésilien, de se renforcer, de bien s'enraciner, d'avoir un capital marque fort avant d'envisager d'aller sur d'autres terrains en Amérique latine ou encore ailleurs dans le monde. Donc, les résultats, les implications pratiques sont les suivantes. Premièrement, les clauses monétaires ne sont pas seulement un outil incitatif, elles peuvent aussi faire partie de la stratégie de protection de la marque. Et c'est ce qu'on observe dans le cas brésilien. Nos résultats montrent aussi que les performances du réseau seraient meilleures, sont meilleures lorsque les réseaux utilisent les clauses incitatives, utilisent les clauses monétaires dans leur rôle incitatif, donc dans leur rôle traditionnel, couplés à d'autres outils qui, eux, vont permettre la protection de la marque. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation également. Donc, dans la suite, la dernière présentation, Maria, qui va porter sur le luxe. Donc, défendre le positionnement luxe d'une marque grâce à son champion de marque, le rôle clé du directeur artistique sur Instagram. Oui, donc du coup, je te laisse la place, Maria. Je suis Christelle Delassus, chercheure à l'IRG et professeure des universités spécialisée en marketing et notamment en marketing du luxe, car je dirige le master Innovation, Design et Luxe de l'IAE Gustave Eiffel. Et d'ailleurs, si je ne peux être là avec vous, et j'en suis désolée, c'est parce que je suis avec une maison prestigieuse du secteur qui parraine le master.
uniquement pour leur maison, pour leur marque, mais parallèlement, ils construisent leur propre compte et leur propre communauté. Cette recherche ne décrit pas les guerres de position entre les marques. La guerre se fait entre les directeurs artistiques et les marques. Il existe un véritable mercato de l'influence. Cela pose la question de la difficile gestion des influenceurs et des employés stars. Ce qui se passe pour le retail du luxe est valable pour tous les secteurs. Entrez avec nous dans l'ère des big data et des réseaux sociaux faiseurs de loi. Alors, vous avez compris que cette recherche porte sur l'influence. On cherche tous à s'influencer les uns les autres. Et la marque, plus que toute autre, recherche de l'influence. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est que l'influence. Et nous, avec Christelle, on a eu envie de travailler sur le réseau star des influenceurs, Instagram et les marques de luxe. En fait, cette recherche, il faut l'appréhender à 3 niveaux. Celui de l'influence sous toutes ses formes, celui de la transformation digitale du retail, dont les réseaux sociaux sont un élément vraiment essentiel, et celui de la revitalisation de marques qui ont parfois plus de 100 ans. Donc, comment nous avons procédé ? C'est ce bouton. En fait, on a étudié 19 marques de luxe qui ont plus de 10 000 abonnés sur Instagram, et puis une vingtaine de directeurs artistiques qui travaillent pour ces marques. Et puis on s'est dit, mais comment on étudie Instagram dans un protocole de recherche un peu sérieux ? On est face à des images, et nous, les chercheurs, on travaille beaucoup avec des mots et avec des chiffres. Et en cherchant un peu, on s'est rendu compte qu'un outil, Google Cloud Vision, nous permettait de traduire les images en mots. Alors, on a capté des centaines d'images issues de tous ces comptes Instagram de marques et de directeurs artistiques, et Google nous les a retranscrites en mots. Alors, on a vu arriver en transcription d'images des tissus, des couleurs, des émotions, des sentiments, des visages. Et tout ça nous a donné une piste pour étudier, en fait, pour travailler sur une typologie des contenus entre directeurs artistiques et marques. On s'est dit, voilà, ces directeurs artistiques qui travaillent pour les marques, est-ce que ce sont véritablement des associés ou est-ce que ce n'est pas aussi des compétiteurs ou des brouilleurs d'images ? Et les résultats que je vais vous montrer montrent que finalement, oui, ils peuvent être aussi des compétiteurs ou des brouilleurs d'images. Alors, à droite, sur la diapo, vous voyez ce que donne la recherche. Nous avons retravaillé à partir des éléments de Google Vision et nous avons utilisé un logiciel qui s'appelle NVivo pour faire de l'analyse de contenu. Et on a fait donc une typologie de l'influence où on s'est rendu compte que certains directeurs artistiques étaient des relais de leur marque et d'autres, au contraire, étaient des brouilleurs parce que finalement, ils avaient des positionnements très disruptifs qui étaient très éloignés des marques. Ce qu'on a également regardé, c'était les contenus et les expressions différentes du luxe. Et on s'est rendu compte que finalement, les marques communiquaient sur la mode, la modernité, la beauté,
finalement des choses assez traditionnelles sur Instagram, qui est quand même un réseau social qui se veut plus moderne. Et que les directeurs artistiques, même s'ils étaient des brouilleurs, ils allaient communiquer sur l'amour de la marque, les valeurs, la nostalgie, les sentiments. Et beaucoup aussi sur tout ce qui était création de communauté, show et collection. Alors on s'est dit, mais comment les qualifier? Ce n'est pas véritablement des influenceurs typiques. Et là, on a trouvé qu'en fait, il y avait un concept qui était finalement assez peu étudié en littérature, en marketing. En fait, ce concept s'appelle le champion de marque. Le champion de marque, ça vient de la littérature sur la gestion du changement. Et le champion de marque, il est intégré à la mutation de la marque. Il a beaucoup de travail de champion de marque à faire pour la marque. Il doit avoir un lien privilégié avec les parties prenantes. Il doit s'occuper de la communication, de l'image. Chose très importante en luxe, de l'ouverture de nouvelles cibles, de l'engagement, des avantages compétitifs. Et donc là, ça permet finalement cette recherche de mieux comprendre l'influence. On la prend par des biais peut-être faux. On parle d'influenceurs, mais dès qu'on se rend compte qu'on monétise l'influence, on perd l'influence. On parle de programmes d'employés advocacy, mais finalement, c'est une façon de gérer des salariés comme des autres. Et on va parler de salariés stars, sauf que nos directeurs artistiques préfigurent tout à fait les salariés de demain. Ils sont en dehors de l'entreprise et à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ce sont des stars, mais ce ne sont plus vraiment des salariés. Et là-dedans, en fait, on s'est dit en implication qu'il est très important que les marques s'interrogent sur la gestion de leur champion de marque, car un champion de marque n'est pas forcément un individu, je dirais, positif pour la marque. Il y a des saboteurs, des cyniques, des agnostiques et des véritables champions. Et également, ils peuvent agir sur différents aspects du changement, qui sont à la fois les dimensions transactionnelles, car il est clair qu'Instagram est un réseau de vente, sur les dimensions transformationnelles, quelle image je veux donner de modernité, de changement, d'ouverture à de nouvelles cibles, et sur une dimension qu'on a souhaité mettre à part, qui est celle de la présence digitale. Je vous remercie. Merci Maria pour cette présentation. Merci également à l'ensemble en fait, des collègues qui ont proposé ces papiers. Je vais inviter M. Kreisel de nous rejoindre en fait sur la tribune. Pendant ce temps-là, juste quelques éléments sur comment on en est arrivé là aussi. Parce qu'on a eu en fait 43 projets qui ont été soumis dans cette 22e édition en fait, du colloque. Sur ces 43 projets, on a sollicité pour chaque projet deux évaluateurs, donc 2 collègues qui sont expérimentés, qui ont évalué les projets. Et sur cette base-là, on a eu un premier classement. Premier classement, en fait, on a sorti 4 projets qui sont sortis, en fait. Ces 3-4 projets-là, on les a soumis à chaque fois à 2 experts, encore une fois, donc 2 collègues qui sont experts, en fait, du domaine, du sujet, pour faire une évaluation sur la base, en fait, de 3 critères que je vous ai déjà cités, en fait, qui sont l'originalité, la pertinence pour la distrie, le critère scientifique, quel est vraiment en fait l'intérêt du projet d'un point de vue purement scientifique, et enfin, sur la base des recommandations pour la distrie, qu'est-ce qu'on peut apprendre en fait de ces travaux-là. Et sur cette base-là, donc il y a ces 3 projets en fait qui sont sortis, et par la suite, donc il y a un classement qui a été effectué par l'association Étienne Thiel en interne, donc du coup avec le comité scientifique. Et après, il y a un classement qui a été effectué par la FCD. Et là, j'ai quand même le plaisir en fait de l'annoncer. On a eu des classements qui étaient convergents. C'est-à-dire en fait, au final, ce que les chercheurs, les anciens chercheurs pensent être une bonne recherche, c'est aussi ce que les entreprises pensent être en fait un bon projet de recherche, au final. Donc là, on était très content qu'il y ait convergence en fait de vues entre les 2 communautés. Et là, on est vraiment content encore une fois de l'accompagnement, du partenariat avec la FCD, et que je vous laisse la parole du coup pour les remises des prix. Bien, je ne sais pas lesquels. Ça, c'est le bronze, c'est ça? Ah oui, c'est marqué derrière. Donc le titre de bronze est pour Michael Flakenji et Juliette Passebois-Ducrot.
Bravo à vous. Très heureux. C'est mieux en souriant. Merci beaucoup. Ensuite, je crois que c'est ça, logiquement. La taille le nombre doit vous... Donc ensuite, le tilde d'argent est pour Joseph Casvangui, Muriel Fadero, Eugenio Bitti et Cynthia Lanchimbi. Oh, le paquet est lourd. Hein. Bravo à vous. Donc avec le même effet de surprise que la fois précédente. Donc pour Christelle Delassue et Maria Mercanti-Guérin, c'est dedans. Bravo. Alors, moi je dois dire que la notion de brouilleur m'a fait rêver tout à l'heure. Je me suis dit que le relais et le brouilleur, vous appliquez ça à la politique, ça peut faire un truc assez amusant à regarder hein, d'une manière générale. Ça prouve que tous les sujets des leaders sont les mêmes dans tous les métiers, je pense. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Donc, évidemment, donc là également, grâce au partenariat avec la FCD, il y a une enveloppe non vide qu'on va donner en fait à Maria. Il y a une autre enveloppe. Exceptionnellement, les commerçants ne font pas d'enveloppe vide. Regardez-moi. Merci. Bravo encore. Bravo. Merci.